Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maghreb Express. Aujourd'hui, je reçois le politiste Luis Martinez à la veille d'une nouvelle grande journée de manifestation en Algérie contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika et le système qu'il incarne, tous les deux à bout de souffle. Bonjour Luis Martinez. Bonjour. On vous doit plusieurs ouvrages qui vont compter là, lors de notre entretien, notamment celui consacré à la guerre civile en Algérie, publié chez Cartala, et puis Violence de la rente pétrolière, Algérie, Libye, Irak, publié en 2010 aux presses de Sciences Po. Lorsque je vous ai contacté pour participer à mon émission, je m'y suis prise très à l'avance parce que vous êtes très pris, et c'était en fin d'année dernière, et je me disais qu'on allait interroger un petit peu cette spécificité algérienne qui faisait qu'un président au seuil de sa vie pouvait être candidat à 82 ans à un 5e mandat, au bout de 20 ans de règne, alors qu'il est invisible depuis des années, depuis un AVC qui l'a lourdement handicapé. Finalement, en quelques mois, en quelques semaines, on assiste à un retournement totalement inattendu, en tous les cas, de la part du régime et des observateurs qui s'intéressent à l'Algérie, puisque le peuple a repris le pouvoir, occupe la rue depuis plus d'un mois, et il manifeste déterminé pour en terminer avec l'ère Bouteflika. Alors, quelle est votre analyse? Est-ce que vous avez été surpris et est-ce qu'on est en train d'assister à un changement du régime sous la pression de la société algérienne? Il y a plusieurs questions. Je pense la première, bien sûr que j'ai été surpris. Je crois qu'on s'attendait malheureusement pour l'Algérie à un renouvellement d'un 5e mandat, poussant l'Algérie dans une atmosphère quand même assez mortifère où les dirigeants ont plus de 80 ans. Donc il y avait un sentiment finalement de voir un pays un petit peu s'abandonner à lui-même et accepter le triste sort d'être finalement résigné autour d'un président, comme vous le dites, absent. Donc là, il y a eu un sursaut, hein, et ce sursaut, on essaie de le comprendre, à la fois du peuple algérien, de sa population, soulignant le fait que, sans doute, ce 5e mandat, à la différence du 4e, qui avait été déjà très critiqué, où on avait demandé à l'armée d'intervenir pour empêcher ce président d'être élu, où on avait eu des appels notamment de figures morales, comme Ali Yahya, par exemple, défenseur des droits humains en Algérie, disant « mais on ne peut pas continuer pour le 4e ». Le 5e, on a quelque chose qui dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire à la fois en termes de génération, en termes également de classe sociale, un sentiment qu'une unité de la société s'est refaite autour de l'idée que ça suffit finalement d'avoir une illusion présidentielle autour d'un personnage comme Abdelaziz Bouteflika, absent depuis 2013. Donc ça, c'est le sursaut salutaire, le sursaut qui... disons-le, qui nous fait plaisir, parce que la société algérienne, finalement, se réveille, hein, d'une certaine manière. Maintenant, les enjeux sont, eux, ils sont graves, ils sont dangereux. Donc, à ce moment-là, il faut essayer d'espérer que, à la différence des années 90, par exemple, mais aussi à la différence d'un certain nombre de pays arabes de la région après 2011, on arrive à trouver en Algérie des mécanismes, des modalités pour que ce régime se transforme pacifiquement et peut-être intègre, je ne sais pas s'il est en capacité d'intégrer toutes les revendications portées aujourd'hui par les contestataires en Algérie, mais qui puisse intégrer au moins une grande partie d'entre elles sur le plan à la fois politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et l'enjeu, bien évidemment, il est jusqu'où le régime sera-t-il prêt à aller face à ces contestataires. On voit bien que les enjeux maintenant, c'est comment, je dirais, à la fois la présidence et tous ceux qui le soutiennent, et on aura l'occasion d'y revenir et d'en parler, sont en capacité ou pas de pouvoir justement intégrer ce type de revendications dans leur propre agenda politique. D'abord, je voudrais qu'on s'interroge un peu sur cette notion d'État profond qui revient beaucoup pour ce qui concerne l'Algérie, c'est un pouvoir réel, mais des autorités informelles. Saadani, un ancien chef du FLN qui se verrait bien revenir au premier plan avec d'autres anciens caciques, a pointé du doigt l'État profond comme étant le responsable. On a également le porte-parole du RND, Sédik Chihab, qui a déploré que le pays soit géré depuis 6-7
tant par des forces non structurées et extra-constitutionnelles. Bref, c'est très pratique aujourd'hui de pointer du doigt l'État profond parce que ça permet de ne pas désigner les responsables de cette gestion catastrophique depuis 20 ans. Alors d'une part, il y a cette idée que ça dédouane tout le monde, mais je pense que là aussi, ce qui est visé, c'est plutôt, me semble-t-il, le frère du président. Quand on parle de force extra, disons, constitutionnelle, c'est le fait que depuis l'AVC de 2013, c'est un de ces deux frères, finalement, Saïd en particulier, qui aurait une sorte de rôle de majordome présidentiel et donc de faire un peu la tournée des invités au niveau de la présidence. En revanche, sur l'État profond algérien, c'est assez nouveau de le qualifier comme cela, parce que pendant longtemps, on mettait en avant plutôt les services de sécurité, de renseignement, les DRS. Les DRS. Et c'était eux qui étaient censés tout contrôler, tout savoir, tout manipuler. Bon, puis finalement, avec disons, le remplacement du général Taoufik, on s'est dit, c'est quand même étonnant que ça se passe comme cela. Son successeur, le général Tartag, on s'est dit, c'est pas forcément la même figure. Et là, on est revenu sur une approche plus classique en termes d'explication, mais qui, en toute sincérité, ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a des pouvoirs personnalités en Algérie, dans les régions, et qu'en effet, on peut être ministre, quand on est dans telle ou telle région, il y a ce qu'on appellerait des barons, des notables, qui ont une histoire derrière eux, des populations qui les soutiennent, des revenus issus de toute une série d'activités, et que de fait, ils ont un rôle local, si ce n'est régional, à jouer. Une fois qu'on a dit cela, est-ce que c'est ça l'Algérie profonde? Moi, je doute. Je pense qu'il y a très clairement, il y a une Algérie institutionnelle et puis il y a une Algérie décisionnaire. Et la difficulté qu'on a, c'est dans cette Algérie décisionnaire, c'est est-ce que la finalité est emportée par l'armée, les services, le clan présidentiel, le patronat? Et là, je pense que quand on fait des études minutieuses sur les choix qui sont faits à différents moments, on voit que c'est comme une tontine et qu'en fait chacun gagne à son tour pour que tout le monde soit satisfait et qu'au final personne n'en veuille à l'autre. La question de l'islamisme politique, mais aussi du point de vue des mœurs, est une obsession en Occident et notamment en France concernant l'Algérie. On a souvent une question qui vient, c'est « mais les islamistes, où sont-ils? Ne se tiennent-ils pas en embuscade ?» Est-ce que vous comprenez cette obsession, vous qui avez donc beaucoup travaillé sur cette période qui a bouleversé l'Algérie dans les années 90 ? Disons que c'est une interrogation à la fois légitime, parce que si on regarde les élections post-printemps arabe, finalement, le PJD a accédé au Parlement au Maroc, Ennahda en Tunisie, les frères musulmans en Égypte, et ne parlons pas de la Libye. Donc il n'y a aucune raison que l'Algérie, qui est au milieu de l'ensemble de ces pays, soit subitement épargnée de cette dynamique, finalement, d'appropriation de l'espace politique par des mouvements islamistes. Ce qu'il faut juste savoir en Algérie, c'est que quand l'armée a gagné contre les groupes islamistes armés des années 90, en fait, elle a interdit l'offre d'un islam politique. Donc elle a accepté les frères musulmans, mais de façon vraiment au compte-gouttes. En revanche, le régime qui s'est mis en place sous Abdelaziz Bouteflika a fait un pari, qui est peut-être très dangereux pour l'avenir, qui a consisté à dire, on a gagné sur le plan militaire, mais sur le plan idéologique, qu'est-ce qu'on a à offrir à cette société qui avait voté pour les islamistes? Eh bien, on a favorisé le salafisme en Algérie. Faut vraiment, sous Bouteflika, on a laissé le salafisme se développer comme il ne s'est jamais développé en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, les salafistes, à la différence des frères musulmans, ils ne votent pas. Ils ne s'intéressent pas aux problématiques de l'État, de la corruption, etc. Et ils considèrent que de toute manière, de l'ordre politique sur Terre, il faut y obéir. Ce qui compte, c'est se purifier pour aller au paradis, si on reprend vraiment de façon caricaturale une partie de la littérature. Donc pour le président Bouteflika, comme pour l'Égypte de Sisi aujourd'hui, les salafistes, c'est fantastique, parce qu'ils gèrent le social, les mosquées, le culturel, mais ils n'ont aucune ambition politique. Apparemment, il n'y a aucune ambition politique. Donc du coup, on a ce sentiment en Algérie qu'il n'y a plus d'expression politique, religieuse, politique, mais en même temps, il y a une expression sociétale, religieuse, considérable, considérable. Et la rue que nous voyons aujourd'hui contester, manifester, n'exprime pas cela, parce que les salafistes ne se sentent pas concernés. Que ce soit Bouteflika aujourd'hui, Gaïd Salah demain, ou Saïd après-demain, c'est pas leur problème. Le problème pour eux, c'est de faire en sorte que sur le plan sociétal,
ils puissent faire la da'wa, la prédication, se conformer aux principes qui sont les leurs, se purifier en vue du paradis. Enfin, et donc ils ont un sentiment d'être désintéressés, désengagés. Ce qui ne veut pas dire du tout que dans notre Algérie actuelle, contemporaine, il n'y ait pas de structuration, disons, religieuse importante, mais qui politiquement aujourd'hui n'est pas accessible à l'espace public. Mais ça ne veut pas dire que demain, sur le modèle égyptien par exemple, quand les salafistes vont accepter de présenter des candidats au Parlement, ça va être un coup de tonnerre, y compris en Égypte, quand on va voir un tiers du Parlement peuplé d'élus salafistes. On va dire, d'où ils sortent. Vous dites donc que ces salafistes aujourd'hui sont partout dans la société, mais des mécanismes ont été mis en place post-décennie noire pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus accéder à un islam politique. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'issue à la crise politique que l'Algérie traverse aujourd'hui, il pourrait demain se politiser? On a l'exemple égyptien. Quand Sisi dissout les frères musulmans, il n'a plus le choix. Il fait appel aux salafistes pour qu'ils intègrent le Parlement et se présentent et ils deviennent une force politique extrêmement importante au Parlement. Parce qu'il n'a plus de frères musulmans et donc il va être accusé d'être un mauvais musulman, contre les musulmans, etc. Quand vous mettez des salafistes au Parlement, on ne peut plus vous accuser de cela. Donc si demain en Algérie, les compromis politiques échouent, la transition n'arrive pas à déboucher de façon équitable sur une répartition pour les 20 années à venir de ce qu'on souhaiterait avoir, rien n'interdira un certain nombre d'acteurs décisionnaires en Algérie, du clan présidentiel actuel ou de l'armée ou d'autres, de jouer la variable salafiste, un peu comme en Europe, on a joué la variable extrémisme de droite pour jouer les uns contre les autres, etc. Mais il constituerait un danger pour vous? C'est pas un danger, c'est juste que il faut après gérer un mouvement salafiste. Voilà, on ne sait pas le faire en Algérie. La seule fois où on a eu des islamistes en face, il y a eu une guerre. On ne sait pas le faire. Donc des pays savent mieux le faire que d'autres. En Algérie, vous mettez une force politique religieuse, c'est compliqué pour les autorités, pour l'armée, pour la police, pour tous les courants républicains, etc. ont le sentiment que c'est une menace. L'éventail des méthodes d'un régime autoritaire pour se reproduire est infiniment vaste. L'une d'entre elles peut reposer sur la rente pétrolière. C'est le cas en Algérie. C'est votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Disons que on peut rester au pouvoir très longtemps, même sans pétrole. Mais on y reste mieux avec du pétrole et peut-être plus longtemps parce qu'on a des moyens d'acheter des clientèles. L'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis, on va dire, 71 jusqu'à aujourd'hui, elle a 99% de ses exportations qui proviennent essentiellement de la vente du pétrole. Et on estime 60-70% de ses revenus fiscaux, donc gouvernementaux, de la fiscalité pétrolière. Donc grosso modo, c'est un pays qui est hyper dépendant de ses exportations pétrolières et gazières. Alors le problème, c'est que ces exportations pétrolières et gazières, eh bien, elles ont été mises au service de différents gouvernements qui, au départ, avaient des projets sous Boumedienne, et puis progressivement, c'est venu alimenter en fait ce qu'on va appeler une mafia, c'est-à-dire que concrètement, eh bien, cette rente va échapper à tout contrôle, il va y avoir des dénonciations médiatiques, il va y avoir des institutions pour essayer de critiquer, mais dans les faits, on va avoir énormément de mal à faire le traçage ou la traçabilité, disons, concrète de toutes ces dépenses. Et l'Algérie, c'est quand même au bas mot, si vous prenez de 70 à 2000, mettons 2011, on fait rentrer quand même dans les caisses de l'État, je le dis à la louche, parce que les calculs, on les a encore, mais c'est entre 400 et 450 milliards de dollars. C'est colossal, ce sont des sommes. Alors le PIB, c'est 180 milliards. Bon, voilà, ça fait des marges énormes de dispersion. Donc, et pour beaucoup d'Algériens, ce pétrole qui était au départ vécu comme une bénédiction, qui était considéré par Boumedienne comme le sang du peuple, comme une sorte de fierté d'avoir récupéré le sous-sol à une France qui ne voulait pas le lâcher, il faut quand même le reconnaître, après l'indépendance. Eh bien, ce pétrole, c'est le désenchantement le plus total parce que finalement, il conforte les plus puissants, il enrichit les plus riches, il garantit aux autorités de quoi réprimer sans trop de problématiques, sans trop de problèmes, entre guillemets. Et la grande majorité de la population a le sentiment de récupérer des miettes, c'est-à-dire un logement social au bout de 15 ans d'attente, un produit alimentaire subventionné, une autoroute enfin réalisée après 40 ans d'indépendance, enfin...
Tout cela ne se voit pas et exprime tout ce désarroi aujourd'hui vis-à-vis d'une richesse sur laquelle on avait tellement escompté. Et au final, il y a un très grand désenchantement. Alors, ce n'est pas spécifique à l'Algérie, mais l'Algérie est une très belle illustration de la difficulté de fonder tout son développement sur une ressource exclusive comme les hydrocarbures. Et là aussi, un PDG comme celui actuellement à la tête de la Sonatrach devrait potentiellement dégager si tout le système dégage, puisqu'il incarne véritablement ce régime, ce système. Alors la Sonatrach, c'est vraiment c'est la poule aux œufs d'or, hein, c'est-à-dire s'il n'y a pas elle, il n'y a pas de revenus en Algérie. Hein. Il faut vraiment. L'Algérie a fait le choix de ne pas développer la taxation, l'impôt, la fiscalité, donc on laisse les gens tranquilles, mais c'est la Sonatrach qui paye tout. Tout, hein, mais vraiment. Donc on est très vigilant avec la Sonatrach. Bien sûr, la Sonatrach est partie prenante de toutes les formes de régime en Algérie depuis l'indépendance. En même temps, on est très vigilant à ne pas déstabiliser la Sonatrach. Parce que si vous déstabilisez la Sonatrach, comme par exemple on l'a fait au Venezuela à l'époque, on se met à casser le personnel, à casser les syndicats. En fait, si la compagnie s'effondre, comme c'est le cas au Venezuela, là, c'est pas le pétrole qui s'effondre, c'est votre État qui s'effondre. Parce qu'elle irrigue tout l'État, elle finance tout. Donc en Algérie, on est bien conscient que la Sonatrach, il faudra être, quel que soit le bord politique dans lequel on est, il faut être très vigilant avec elle. Si on ne veut pas demain ressembler au Venezuela d'aujourd'hui, où un grand pays qui produit 3 fois plus que l'Algérie n'a plus d'État parce qu'il a détruit sa compagnie pétrolière pour des raisons idéologiques, politiques, parfois même clientélistes, etc. En tous les cas, de nombreuses multinationales pétrolières aujourd'hui ont gelé leurs commandes vers l'Algérie du fait de la contestation en cours et du régime très affaibli. Il y a une image de l'Algérie qui commence à faire très peur, mais sur le plan strictement énergétique, ça a commencé avec les attentats de Tigain-Tourine. C'est-à-dire que depuis les attentats de Tigain-Tourine en 2013, à Insalar, en fait, on a déjà vu les grandes compagnies pétrolières, d'assurance japonaises, etc., se retirer. Parce qu'elles avaient le sentiment que ce n'était pas fiable du point de vue des investissements. Et puis le 4e mandat avait commencé à agiter beaucoup de monde. Et entre le 4e et le 5e, c'est clair que l'incertitude dominait. Les grands projets énergétiques sur l'Algérie n'étaient plus au rendez-vous, d'autant plus que de grands pays comme l'Égypte ont découvert en mer des nappes de pétrole et de gaz pharaoniques. Et donc on voit bien que tout part vers là-bas et que l'Algérie, voilà, c'est moins l'Eldorado, enfin c'est moins, disons, le pays auquel on imagine facilement y investir. Et je pense que la situation actuelle va, comme vous le dites, elle va plutôt accroître l'incertitude que l'inverse. Merci Luis Martinez Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express. Merci à 5e étage qui produit l'émission.